Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Si vous n'êtes pas forcément, ou si vous n'avez pas forcément accès à des sources d'informations alternatives, peut-être que vous n'avez pas vu ce qui est en train de se passer en ce moment en coulisses dans la diplomatie internationale, et je veux parler évidemment de l'Ukraine. En effet, on commence à avoir un signe ou des signes avant-coureurs qui tentent à démontrer que la guerre d'usure que l'Occident a voulu faire contre la Russie en instrumentalisant, se servant du conflit ukrainien, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas et aujourd'hui, certains experts le savent, comme je vous l'avais dit précédemment, Poutine a l'intention de fixer le conflit ukrainien. C'est-à-dire, finalement, en venir à une situation comme celle qu'on a connue pendant la Première Guerre mondiale, où à un moment donné, c'est finalement de la guerre de tranchées. Sauf que le problème de la guerre de tranchées, c'est que si vous arrivez à maintenir des positions sans que ça vous coûte trop en vie humaine et en matériel, en revanche, en face, pour la crédibilité, il faut à un moment donné, il faut bouger un petit peu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis 2014. C'est-à-dire avec le Donbass, c'est un coup on avance, un coup on recule, un coup on avance, un coup on recule. Et que finalement, si à l'époque l'armée ukrainienne devait se contenter de ses moyens, le Donbass, lui, avait déjà le bénéfice d'une aide matérielle, expertise, conseiller technique, etc., de la Russie. Ça, c'est un fait établi. Mais, encore une fois de plus, remettons les choses dans leur contexte, en perspective. Poutine ne s'est jamais caché de vouloir défendre les russophones ukrainiens contre une certaine véhémence des Ukrainiens ukrainophones pour imposer une culture, pour imposer un principe et une valeur dans laquelle les russophones, forcément, soit devaient se plier, se convertir, soit dégager. D'ailleurs, on le sait que dans l'idée, il est déjà été exprimé que si, dans l'idée, l'Ukraine réussissait à reprendre la Crimée et le Donbass, il y a un projet qui prévoit de permettre de déplacer des populations russophones en leur disant, si vous êtes russophone, si vous voulez défendre votre culture et votre appartenance à la culture russe, allez vivre en Russie. Oui, sauf que le problème, c'est que dire à un ukrainophone, russophone, dire à un Ukrainien russophone, que s'il n'est pas content, il n'a qu'à retourner dans son pays, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si en France, on disait à des Arabes musulmans nés français sur 1, 2, 3 générations, on leur disait, si tu n'es pas content de la France, tu retournes dans ton pays. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez un petit peu le truc ? Sauf que ce qui est assez amusant, c'est que si évidemment ce n'est pas valide en France, en revanche, il semblerait que l'Occident n'ait pas de problème avec ce principe de dire s'il y a des russophones ukrainiens qui ne sont pas contents, ils ont qu'à aller vivre en Russie. Bref. Donc, le problème, c'est qu'à force de alimenter en millions d'euros, de dollars, de matériel, je vous rappelle que là, on va envoyer évidemment des chars, etc., même si vous avez des experts militaires qui savent pertinemment qu'une fois que le char sortira d'un lieu sécurisé en Ukraine, les Russes sauront déjà où se trouvent les chars. D'ailleurs, les Russes, certainement, les services de renseignement russes, savent déjà où se trouvent les chars. Et ils vont les suivre partout jusqu'au moment où ils vont arriver en Ukraine. Et là, ils auront l'opportunité de savoir où ils sont pour pouvoir les cartonner. Et une fois que le matériel sera cartonné, Zelensky pourra aller venir à Washington, à Paris, à Berlin, à Londres, etc., pour revenir pleurer, pour lui redonner encore plus d'argent et encore plus de matériel. Et derrière, évidemment, donner le sourire aux empires militaro-industriels, parce qu'à force de se dépouiller de matériel pour l'envoyer à Russie et l'envoyer finalement à la casse, alors attention, quand je dis à la casse, je ne mets pas une supériorité militaire russe, mais comme je vous l'ai dit, Poutine a une intention de fixer le conflit et de se mettre dans une position de défensive. Même si actuellement il conquiert encore quelques zones, etc., mais il va y avoir un moment donné où il va fixer
fixer le conflit pour justement se donner un avantage d'être dans des positions défensives plutôt qu'une position offensive. Et dans une position défensive, très clairement, Poutine a parfaitement les moyens de ses ambitions. Ce que Washington a très bien compris. Et ce que Washington craint que finalement le conflit ukrainien risque de s'enliser et coûter très cher. Coûter très cher évidemment aux contribuables américains. Et rappelons-nous que l'année prochaine, nous renouvelons le président, nous renouvelons le locataire de la Maison-Blanche. Or, aujourd'hui, force est de constater que les démocrates, je pense que les démocrates les plus intelligents savent déjà qu'ils ont perdu, ou qu'ils vont perdre, la Maison-Blanche. Donc, il y a un moment donné où il va falloir changer son fusil d'épaule. Et changer son fusil d'épaule, c'est tout simplement négocier. Négocier un traité, négocier un accord, négocier un contrat, pour se libérer, pour résoudre le problème ukrainien avant la fin de l'année, avant la fin de cette année. De telle manière à ce que, aux États-Unis, le problème du conflit ukrainien n'entache pas ou ne vienne pas s'ingérer dans la campagne présidentielle américaine. Donc, au vu de la situation, vu que de toute façon nous savons pertinemment que dans l'État, l'armée ukrainienne, même avec tout le matériel qu'on pourrait lui envoyer, va y avoir un moment donné où ils n'auront plus suffisamment de combattants, et que l'armée ukrainienne, dans son état actuel, est incapable de reconquérir la Crimée et le Donbass. D'autant plus que même si nous envisageons le fait, je dis bien envisageons, que l'OTAN finit par trouver une faille, une raison, risque de provoquer une sorte de false flag, comme d'ailleurs le Nord Stream. Aujourd'hui, le fameux journaliste pourtant primé du Pulitzer est en train de se faire traiter de complotiste parce qu'il a le malheur de publier un article qui démontre bien que c'est bien les États-Unis d'Amérique qui ont tout intérêt à détruire le Nord Stream 2. Donc, là évidemment, les milieux bien pensants sont en train de péter les fusibles. Force est de constater que si nous envisageons une intervention en Ukraine, si l'Occident, que ce soit par le biais de l'OTAN, ou que ce soit par le biais de l'Union européenne, ou que ce soit par les Américains, si nous mettons un pied en Ukraine, ça veut dire que là, fatalement, nous déclenchons une hostilité envers les forces russes. Et de ce fait, Poutine sera parfaitement en droit de considérer que c'est une agression qui peut mener à une déclaration de guerre. Je ne sais même pas d'ailleurs si vous aurez le temps par les médias d'apprendre que la Russie nous a déclaré la guerre ou que l'OTAN a déclaré la guerre à la Russie. Parce que ça risque d'aller très très vite. Le nucléaire. Eh oui. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas idiots d'après tous les discours véhéments, dont d'ailleurs BHL fait partie de ces gens, dont d'ailleurs son film n'a même pas fait 900 entrées en une semaine. On est tous conscients que là, le petit jeu géopolitique, qui peut-être fonctionnait plus ou moins bien dans des pays où on pouvait aller s'évertuer à essayer de dégager des responsables politiques ou des dirigeants, et puis après mettre des gouvernements fantoches ou des démocraties fantoches, dont d'ailleurs certaines d'entre elles n'ont finalement pas fonctionné. Je veux dire, la Libye, c'est toujours le bordel, l'Irak, c'est toujours le bordel, l'Afghanistan, pas besoin de vous faire un dessin. Donc ces volontés de vouloir changer par le biais de certains processus d'influence, des modèles ou des systèmes politiques pour essayer d'y installer des régimes à nos intérêts, force est de constater que ça ne fonctionne pas, ou ça n'a pas fonctionné. Donc pourquoi ça fonctionnerait en Ukraine? Surtout que, en face, nous avons un pays qui, lui, au détriment des autres, a une arme qu'on appelle le nucléaire. Donc évidemment, ça change complètement la stratégie du jeu d'échecs qui est en cours. D'autant plus que
si je retrouve ces vidéos, je vous les mettrai en lien. Il s'agit de 2 vidéos. Alors, désolé, elles sont en anglais, mais vous pouvez toujours déclencher les sous-titres, qui, par des graphiques, vous donnent un petit peu la situation en cas où l'un ou l'autre finit par appuyer sur le bouton rouge. Donc ça vous explique un peu tous les différents types, différents modèles de matériel nucléaire que la Russie et les États-Unis possèdent, en l'occurrence, soit par missile intercontinental, soit par bombardier, ou soit par lancement par sous-marin, dont la petite particularité parmi les différents modèles, même les modèles qu'on peut estimer exister aujourd'hui, qui sont les modèles supersoniques, vous avez quand même la Russie qui a un modèle en plus des systèmes standards, qui est un sous-marin nucléaire à torpille nucléaire. C'est-à-dire que là, on ne lance pas dans l'air, on l'envoie directement sous l'eau. Même si on peut imaginer, on peut penser que les Américains, peut-être, ont déjà ou vont sortir certainement ce type d'armes, de lancement d'armes nucléaires, si ce n'est qu'en matière de, surtout les missiles supersoniques, on se doute que les Russes ont la technologie. Alors en effet, il y a eu des tests qui ont été faits, il y a eu même un test récemment qui a été fait pour l'anniversaire, je ne sais plus, je crois pour un discours, un de ces discours, etc. Sauf que le test n'a pas été concluant, le test a été négatif. Je veux dire, ça arrive. Tout de suite, vous avez sur les médias, oh, regardez les Russes, on dit qu'ils ont la technologie, alors qu'en fait, ils ne sont même pas foutus de la faire fonctionner. Mais le problème, c'est qu'on peut dire exactement la même chose des Américains, qui eux aussi ont fait des tests sur des missiles supersoniques et qui n'ont pas fonctionné, et qui ont été des échecs. Je veux dire, c'est le but des tests. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Hein. Même Elon Musk avec SpaceX, ben, il y a des fois, il y a des échecs. Donc, ça arrive. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire simplement, c'est que rien n'est jamais parfait. Mais ceci dit, la technologie existe. Et nous savons que les Américains vont et certainement posséder eux aussi leurs missiles supersoniques. Donc je vous mettrai en lien ces 2 petites vidéos qui vous donneront un petit peu les différents scénarios avec toutes les cibles potentielles, des cibles qui sont référencées suivant des documents déclassifiés. Alors les cibles aujourd'hui peut-être qu'elles ont changé, mais au moins ces vidéos nous donnent un ensemble de cibles. Pour une grande majorité d'entre elles, en règle générale, vous attaquez évidemment des cibles stratégiques, c'est-à-dire des villes qui possèdent évidemment des bases militaires, bases aériennes, terrestres, marines. Vous attaquez des centres économiques, industriels, pour justement endommager l'appareil industriel du pays pour éviter qu'il se remette en route. Et puis évidemment des villes symboliques. Il est évident que les Russes ne vont pas s'amuser à bombarder des villes aux États-Unis parce qu'il y a seulement des industries, etc. C'est évidemment des villes symboliques parce que ça fait partie de la menace, ça fait partie de la terreur, de déstabilisation même à l'intérieur même d'un pays. Donc voilà un petit peu pour... parce que je ne vais pas faire une vidéo sur ça, parce que sinon ça ferait une vidéo de 2 heures, donc je préfère vous donner 2 vidéos de quelqu'un qui a fait un excellent boulot sur ce domaine. Donc évidemment, ça change toute la donne. Ça change d'autant plus la donne que un certain nombre de pays occidentaux aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas le principal problème aujourd'hui. Le principal problème, il est économique. Comme je vous l'ai dit, on a commencé à avoir des signes assez avant-coureurs d'une crise économique majeure, mais qu'on a réussi à couvrir du manteau de la pandémie. La pandémie a plus ou moins sauvé la situation, c'est-à-dire que la pandémie a permis à des entreprises d'avoir des aides d'État pour garder la tête hors de l'eau. S'il n'y avait pas eu la pandémie, ces entreprises auraient coulé, ou se seraient fait racheter, etc. Aujourd'hui, nous sommes en pleine inflation. Aujourd'hui, vous voyez des grandes enseignes qui pourtant étaient des enseignes assez séculaires, c'était des gros groupes, eh bien, sont en train de mettre la clé sous la porte. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, même chez les GAFA, la situation commence à se compliquer.
Donc, négocier. Alors ce qui est très amusant, c'est quand on voit aujourd'hui la véhémence, la haine, la russophobie qui circule à la fois dans certains médias, les réseaux sociaux, même le cinéma, etc. Ça m'amuserait de voir un petit peu la tronche de ces gens-là le jour où ils apprendront que finalement, eh bien, on va négocier. On va trouver une solution. On a entendu que Londres et Berlin étaient déjà sur les rangs pour essayer de trouver une solution, pour essayer de trouver des compromis, surtout l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, elle a choisi un modèle économique qui, aujourd'hui, est en train de lui faire subir un effet boomerang. Et puis, derrière, évidemment, même si on envisage l'idée de récupérer l'Ukraine en son intégralité, voire même de faire tomber et chuter Poutine, il restera toujours la Chine. Sauf que le problème, c'est que la Chine, vous avez un certain nombre de pays qui aujourd'hui sont devenus dépendants de la Chine. Au même titre qu'en Europe, beaucoup de pays européens étaient devenus dépendants de la Russie. Parce qu'on a voulu faire la mondialisation. Sauf que le problème, c'est comme je vous l'avais déjà expliqué dans certaines de mes vidéos. Les mondialistes ont été gourmands. C'est-à-dire qu'ils se sont goinfrés sans réfléchir que leurs projets, sans réfléchir que leurs intentions, leurs ambitions ne peuvent fonctionner que si vous avez un certain équilibre qui existe à l'échelle internationale. Or, les conflits d'intérêts, les conflits géopolitiques, sont forcément à un moment donné un problème. Or, chez les globalistes, chez les mondialistes, on a les mêmes gens qu'on a dans certaines entreprises, on a les mêmes gens que l'on a dans certains gouvernements, dans certains systèmes étatiques, qui parfois sont déconnectés des réalités et qui oublient de penser ou qui ont volontairement mis de côté certains problèmes qui, à un moment ou à un autre, pourraient être une entrave à l'évolution du projet. C'est un peu comme tous ces gens qui ont tout intérêt à vendre un projet, à vendre une idée, réussir à la vendre avec des beaux calculs, avec des beaux tableaux Excel, avec des jolis graphiques, mais dont les responsables ont des personnes qui sont censées étudier, analyser le sujet et leur dire oui, le projet est viable. Sauf si les personnes sont de mèche avec ceux qui présentent le projet et finissent par vendre une illusion. On en a tous connu, des projets qui étaient géniaux, qui étaient magnifiques, qui étaient super, et vas-y, je te cire les pompes, etc. Et qu'on a mis des centaines et des milliers, de millions d'euros sur des projets, et qu'au final, tout d'un coup, on s'est très rapidement rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce que dans l'étude, certaines données, certaines informations étaient volontairement cachées, ou volontairement oblitérées, ou alors surévaluées, pour valider ou faire valider ces projets auprès de ceux qui décident, auprès des investisseurs. Et bien dans la mondialisation, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont vendu des projets, qui ont vendu des politiques, qui ont vendu des extensions, qui ont vendu des traités, qui ont vendu des politiques économiques, en pensant qu'ils réussiraient à faire chuter certains obstacles. Sauf que les obstacles n'ont pas chuté. Au contraire, les obstacles se sont parfois un petit peu émancipés de la globalisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si certains acteurs qui se sont émancipés, fut un temps où ils n'étaient pas contre de participer à la globalisation, de participer à l'implantation, à la mise en place du nouvel ordre mondial. Le problème, c'est que ceux qui en sont les tenants n'ont pas voulu partager, n'ont pas voulu laisser des gens mettre leur grain de sel, avoir des opinions, dans un projet qui de toute façon était hégémonique d'une certaine culture et non pas des autres. Un projet qui de toute façon a l'intention de soumettre 90% de la population mondiale. Donc ça veut dire faire tomber tous les régimes qui ne sont pas d'accord ou qui sont réfractaires au nouvel ordre mondial.
Je rappelle, pour ceux qui n'auront pas suivi, 2007, le discours de Munich de Poutine, qui a été très clair sur le fait qu'il n'était pas contre, qu'on lui a craché à la gueule, et que puisqu'on lui a craché à la gueule, eh bien, soit, allons-y, jouons. Et l'Ukraine fait partie d'un des pions, je dirais, de l'échiquier de cette partie d'échecs qui a commencé dès les années 2000, dès le début 2000, je dirais, où à la fois la Chine a commencé à grossir et à émerger économiquement, qui n'était pas encore véritablement dans une anticipation, une émancipation, pardon, je cherchais le mot, une émancipation qui pourtant, au début des années 2000, vous aviez des économistes qui disaient attention, la Chine pour l'instant, en effet, elle dépend de beaucoup d'acteurs économiques extérieurs, etc. Mais attention, la Chine, à un moment donné, va finir par s'émanciper et devenir un concurrent et non plus un partenaire. Il y a des gens qui l'ont dit, même dans les années 90. On ne les a jamais écoutés. Et tout d'un coup, à la fin des années 2000, 2010, début 2010, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, voilà la Chine qui commence à lancer leurs propres produits, leurs propres téléphones, leurs propres avions, leurs propres voitures, leurs propres électroménagers, et qui commence à exporter, à envahir certains marchés, etc. Attention, la Chine commence à arriver aussi en Afrique. On le savait. Mais il y en a qui ont cru qu'ils avaient le pouvoir, la puissance, pour éviter ça. Ils n'ont rien évité du tout. Et donc, du coup, vous avez aujourd'hui sur le plan économique à l'échelle internationale tellement de ramifications, tellement de liens de cause à effet, qu'avoir une radicalité à vouloir essayer de faire tomber Vladimir Poutine, de vouloir faire la guerre en Ukraine, etc., est suicidaire. Sauf qu'évidemment, pour l'opinion, c'est compliqué. On ne va pas le dire, on ne va pas l'énoncer, même si sur les réseaux sociaux, même sur Internet, si vous avez des gens, des vidéos, des sites, qui expliquent tout ça, qui essaient de donner un petit peu plus de lumière, un peu plus de conscience sur la réalité complexe, détaillée de la situation. Malheureusement, ça ne touche que peut-être 15 ou 20% de la population. Les 80 autres pourcents se contentent uniquement de ce que BFM, TF1, LCI, Le Monde, l'Express leur dit, parfois même en gros titre. Ouch. Donc attention, il y a une évolution, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Ukraine. On focalise évidemment l'attention sur les confrontations, les conflits dans lesquels on a toujours cette véhémence. La ville actuellement qui est en cause, la Russie a proposé un cessez-le-feu pour permettre à toutes les forces ukrainiennes de quitter la zone, sauf qu'apparemment Zelensky a donné l'ordre de absolument tenir la zone, c'est-à-dire qu'en gros tout le monde va se faire massacrer. Et après derrière évidemment, on vous montre des images, alors regardez, les Russes ont massacré des soldats, etc., machin, il y a eu des exécutions sommaires, etc. Mais c'est la guerre. C'est la guerre qui n'a plus des codes qu'elle avait il y a peut-être 100 ou 150 ans. Pourquoi ? Parce que derrière, on cultive la haine. On cultive la haine de l'autre. Donc à partir du moment où vous cultivez la haine de l'autre, dans les deux camps, sauf qu'évidemment les exactions des Russes, on les montre, les exactions des Ukrainiens disparaissent. À l'exception que récemment, et c'est pour ça que je vous dis qu'actuellement il est en train de se passer quelque chose, nous avons aux États-Unis une chaîne qui est une chaîne assez grand public, qui s'appelle NBC. Et NBC a fait il y a quelques jours un reportage en Ukraine, mais alors attention, pas n'importe où. Un journaliste a fait un reportage près de Sébastopol, en Crimée, c'est-à-dire du côté russe. Oh mon Dieu. Et ce journaliste était tout à fait honnête, il disait attention, voilà, moi j'ai pu observer, il y a beaucoup de forces militaires très présentes, surtout Sébastopol, je rappelle, c'est le port de l'armée, de la Navy, port naval militaire russe dans la zone. Donc c'est une des raisons stratégiques pour laquelle Poutine voulait absolument récupérer la Crimée.
Et le journaliste est très honnête, il dit, il y a une présence militaire assez forte, j'ai vu beaucoup de matériel, etc. Et en plus de ça, on sent bien ici que globalement, la culture qui prédomine, c'est la culture russe. Ah bah oui, là, forcément, là ça pète les plombs. Voir un journaliste américain d'une grande chaîne nationale américaine dire que finalement la Crimée, moi j'y trouve plus une culture russe qu'ukrainienne. C'est-à-dire qu'en gros, sous-entendu, à la limite, la Crimée, ce qui serait bien, c'est qu'on commence à penser que finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'elle reste russe. Oh. Vous voyez, c'est un de ces signes qu'on commence à voir un petit peu émerger. Donc affaire à suivre, parce que là je pense que dans peut-être les quelques semaines ou peut-être les mois à venir, le printemps évidemment va être une période assez cruciale parce que les conditions climatiques vont être un peu plus favorables pour relancer la machine de guerre. Alors ce sont peut-être que les empires militaro-industriels là sont en train de faire de l'influence, du lobbying pour dire à Washington non, surtout faites traîner cette guerre parce que nous c'est du chiffre d'affaires. Je dis même en Europe. Le fait que Washington pousse l'Union européenne à pousser les pays membres à envoyer du matériel en Ukraine, qu'on sait que de toute façon ça ne va pas durer 2 semaines, qu'on va se les faire démolir, etc. Le problème c'est que c'est votre argent. Mais non, les Ukrainiens ne payent pas le matériel. On leur donne le matériel. Mais qui c'est qui a payé le matériel? C'est vous. Et qui c'est qui va payer le matériel qu'il va falloir remplacer parce qu'on l'a donné en Ukraine? C'est vous, c'est vos impôts, c'est votre dette. Là, je peux vous dire qu'actuellement en France, vous avez certainement une concentration de lobby à Paris, rencontrant le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, de la Défense, les acteurs, tous les acteurs essentiels économiques du milieu, du secteur militaire. Je peux vous dire que là, c'est une véritable fourmilière à Paris en ce moment. Ça doit y aller les lobbying, ça doit y aller les promesses de contrat pour... si jamais vous n'arrivez pas, parce que de toute façon, les Allemands, le fameux hélicoptère ou le prochain char moderne franco-allemand, je crois qu'on peut déjà s'asseoir dessus. Donc si déjà on ne réfléchit pas à prendre une option B ou un plan B pour se faire reconstruire du matériel, etc., bien sûr, c'est du business. Parce que ça, c'est pareil. Et je vais terminer là-dessus. Il y a beaucoup de sujets qu'on traite dans mes vidéos. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans la télévision, dans les documentaires, etc., dans le cinéma, etc. On parle de propagande, etc. Mais posez-vous la question, toujours cette même question essentielle. À qui profite le crime? Sur ce, je vous laisse méditer sur la question et soyons alertes parce que cette affaire ukrainienne, je pense que dans les semaines à venir, il va y avoir du changement.